Alors, je propose de continuer et je présente donc Stéphane Lemercier, qui enseigne à l'École supérieure d'art et de design à Saint-Étienne. Dans sa pratique artistique, il s'intéresse à l'usage de la langue écrite dans l'espace public, mettant en attention ready-made textuel et peinture abstraite, sculpture minimale et typographie. Il a soutenu en 2020 une thèse à l'Université de Rennes 2 qui porte pour titre, je cite, « Le colporteur ou mobilité de diffusion de l'imprimé contemporain ». Donc, merci d'être parmi nous et de nous présenter ta communication. Merci. Puisque j'ai la chance de co-organiser un petit peu avec Daniel cette journée, et puis avec, de façon générale, l'Université Jean Monnet, je profite juste différentes petites choses, comme je l'ai fait ce matin pour vous rappeler qu'il y avait un travail mené par des étudiantes. Il y a aussi, pour ceux qui sont un peu curieuses, vous pouvez traverser les ateliers, et au fond, il y a un travail photographique des étudiants année 1, qui est vraiment intéressant, je trouve, que j'ai découvert ce matin, mais qui est vraiment intéressant. Et puis aussi, on me fait dire qu'il y a un vernissage à 18h à l'assaut de la menuiserie de Karim Kal. L'assaut de la menuiserie étant, ça tombe bien, un lieu qui se situe entre le restaurant où on va aller et puis l'école. Donc on pourra peut-être faire une petite bifurcation. Voilà, ça c'est des choses un peu d'ordre culturel. Une chose un peu plus triste, je voulais dédier cette communication à Yves Roset, qui était un enseignant de photo de l'école. Enfin, quand je suis arrivé à l'école, moi, il y a 11 ans maintenant, ça a été un des collègues qui m'a accueilli de manière la plus sympathique et de la plus précise, qui était donc un photographe, dont le travail était représenté, entre autres à Lyon, par la galerie Réverbère. Donc voilà, je voulais inscrire un peu ma communication sous ce souvenir. Et donc, je voudrais juste en profiter, je t'interromps un petit instant. Ouais. On va aller demain soir au Bleu du Ciel, et le Bleu du Ciel est juste à côté de la galerie du Réverbère. Donc ceux qui veulent faire un tour aussi un peu avant au Réverbère, parce que je ne sais pas à quelle heure il ferme, mais vous pouvez en profiter pour faire un petit tour au Réverbère. Et tu me disais qu'il y avait des photos d'Yves qui étaient peut-être exposées actuellement. Alors, exposées actuellement, je ne pense pas, mais ils ont prévu un hommage à Yves. Ouais. Et donc, vous pouvez peut-être en profiter pour faire un petit saut. C'est vraiment dans la même rue. Voilà. Je lance mon chronomètre. Tac. La possibilité d'un atlas. D'abord, je voudrais commencer par une question. Est-ce que le regard qu'on porte aujourd'hui sur la photographie ne trouve-t-il pas son origine dans les activités économiques et critique du monde de l'art des années 1980, qui fut, comme tout le monde le sait, une décennie fascinée par le retour de l'image figurative. L'histoire de l'art a en partie épinglé la photographie de cette époque sous l'article « Photographie plasticienne ». À croire que jusqu'alors, la photographie était considérée comme une activité moyenne, en tous les cas, ça c'est l'expression que pouvaient utiliser certains sociologues comme Pierre Bourdieu, familiale, constitués d'amateurs possédant leur magazine avec des dossiers consacrés aux nouveautés matérielles. C'était très important. Il y avait des gens qui achetaient du matériel et des gens qui faisaient de la photo. C'est deux choses très différentes. Leurs espaces d'exposition, je pense entre autres au foyer d'action culturelle, avant les grandes réformes de Jacques Lang à partir de 82, les clubs photo, etc., qui étaient quand même largement étrangers au réseau institutionnel. La dite photographie plasticienne fut très vite ordonnée par ses promoteurs mêmes, galeristes, critiques, le choix des formats, la qualité des tirages, le fameux cibachrome, la relation à l'espace du white cube, dont les qualités matérielles étaient censées maintenir à distance réglementaire les regardeurs selon l'économie double de l'attraction et de la répulsion. La photographie des années 1980 était en partie censée intimider, en tous les cas, s'éloigner de l'esthétique de proximité qui la définissait jusqu'alors.
Je parle pour ma génération. C'est vrai, quand on a vu débarquer les photographes allemands, entre autres, il y avait un principe d'intimidation. C'était pas rien. On a pu le vérifier encore il y a quelques mois avec l'exposition au musée. Depuis, évidemment, se sont ajoutés à cela la puissance exponentielle de la communication numérique, le désir d'archives des réseaux sociaux, un désir parfois très éphémère. On se situe donc entre l'icône exceptionnelle, Cindy Sherman, Andreas Gursky, Jeff Wall, bénéficiant d'une couverture médiatique constante, et des producteurs anonymes, ou bien en termes de localisation géophysique entre le musée, symbole de la puissance économique et culturelle, et les écrans des téléphones portables. C'est oublié un peu vite, et c'est là où je voulais en venir évidemment, que dans la première moitié du XXe siècle, l'action photographique ouvrit un espace très large, à la fois esthétique et éthique. Il s'agissait de rendre compte des activités du monde, de ses agencements figuratifs et abstraits. Au milieu du XIXe siècle, avec l'apparition des éditeurs, il faut savoir que les éditeurs au XIXe siècle sont très différents de ceux qui les ont précédés, qui généralement étaient plutôt des libraires imprimeurs qui se souciaient assez peu de la notion d'auteur. Donc à partir du milieu du XIXe, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, et voir à ce sujet d'ailleurs les analyses des historiens Roger Darnton et Jean-Yves Mollier, sans le perfectionnement régulier des techniques d'impression, sans le livre donc, et c'est là où je voulais en venir, cette activité photographique n'aurait pas pu atteindre dès les années 1920 ses objectifs humanistes. Alors, première diapositive, songeons à Karl Blossfeld, 1865-1932. Ces recueils photographiques sont à destination des artistes et des artisans d'art. En 1928, l'Urformen der Kunst, les formes originelles de l'art, publié chez l'éditeur berlinois Wasmuth, déploie un éventail de formes végétales susceptibles d'aider peintres et graveurs à leur ouvrage, mais aussi, évidemment, de ravir le vulgum pecus par son élégant déploiement. Songeons aussi, évidemment, à August Sander, 1876-1964. Publié en 1929, Antlitz der Zeit, le visage de ce temps est un choix de 60 portraits, extraits de son grand œuvre, Menschen der. Je vais plutôt passer la traduction française. Les hommes du XXe siècle. Les hommes du XXe siècle est destiné aux curieux, aux scientifiques, soucieux d'évaluer les groupes, d'ordonner des typologies. Je cite pour cela l'auteur de Berlin Alexanderplatz, Alfred Doblin, parlant, écrivant au sujet d'August Sander. Donc, de même s'il existe une anatomie comparée, de même Sander nous propose-t-il la photographie comparée. Une perspective dépasse le détail pour se placer dans une perspective scientifique. Donc, deux exemples majuscules de cette pensée humaniste, photographique autour du livre. Mais n'oublions pas que le livre d'August Sander est aussi destiné aux citoyens, ouvriers, bourgeois, paysans, vagabonds, tous ceux qui sont représentés en fait. Il y a une espèce de va-et-vient entre la représentation et le lectorat possible, qui au sortir de la Première Guerre mondiale, tous ces gens sont jetés dans la création de la nouvelle nation allemande. Plus tard, alors que la menace totalitaire, qu'elle soit nazie ou stalinienne, précisera jusqu'au délire un usage de l'image photographique, et d'ailleurs quelle différence y a-t-il entre le spectaculaire concentré, pour reprendre l'expression de Debord, de Leni Riefenstahl et des photographes soviétiques des années 1930. Donc alors que la menace totalitaire ne cesse de s'étendre, une photographie de type humaniste va voir le jour avec comme épicentre, en 1941, la publication chez Houghton Mifflin Harcourt, Boston, de Let Us Now Praise Famous Men de Walker Evans, en collaboration avec l'auteur James Huggey.
À partir de là, il y a énormément de choses qui vont apparaître, qui vont se déployer selon des vitesses différentes et complémentaires. Aux États-Unis, bien sûr, Diane Arbus, Lee Friedlander, on en parlait tout à l'heure, Larry Sultan. À noter d'ailleurs que les deux derniers ont produit des livres autoproduits, peut-être grâce à leur activité d'enseignant. En Europe, j'aimerais citer quelqu'un que j'aime beaucoup, enfin, dont le travail m'a toujours énormément touché, et qui apparaît donc dans la diapositive numéro 3 que vous avez sous les yeux, Craigie Horsfield, photographe britannique né en 1949, et qui s'est installé en Pologne en 1972 jusqu'en 1979. Drôle d'histoire, ce Britannique qui s'installe dans un régime communiste et qui se concentre sur la vie quotidienne de ses modèles, sur leurs occupations. Il y a beaucoup de photographies où on voit les gens danser, boire de la bière, leurs loisirs, donc. Et Craigie Horsfield disait quelque chose que je vous soumets. Le travail que je fais est d'envergure intime, mais son ambition est, aussi inconfortable soit-elle, dirigée vers une dimension épique. Décrire l'histoire de notre siècle et des siècles au-delà, l'étendue bouillonnante de la condition humaine. Donc, comment rendre compte des différents états du monde, le Weitloff, tu m'arrêtes si je... Le monde comme il va, les différents états du monde, aussi modestes soient-ils. Au sein du livre, et seulement du livre, comment préserver cette modestie, ces épiphanies fragiles, et surtout jamais ne séparer ces manifestations de leur contexte historique d'apparition. Alors faut-il le rappeler, et là je reviens à mon titre, la possibilité d'un atlas, faut-il le rappeler, le titan Atlas, en grec ancien le porteur, fut condamné à soutenir aux limites de la Méditerranée et de l'Atlantique la voûte céleste. Le photographe, d'une manière imagée, n'assume-t-il pas cette responsabilité, porter au regard la somme qui compose les événements, constellations du monde, en lieu et place du bassin méditerranéen, arpentant des territoires nombreux, un immeuble, une chambre d'hôtel, une vallée, une ville, le photographe n'est-il pas saisi d'une double vitesse, celle du saisissement, de la captation photographique et celle de la diffusion? Ce que j'ai vu, je vous en fais part, ce que j'ai rapporté de mes déplacements, je vous le confie, ce que Walter Benjamin nommait un atlas d'exercice, justement en parlant d'Auguste Zander. Comme Ulysse sur le chemin d'Ithaque, les voyages des photographes dessinent une odyssée, ou ironiquement une odyssée dans une coque de noix, une nutshell, fréquente chez les romanciers et romancières du XXe siècle. Une odyssée faite de flâneries, de rencontres, de digressions, etc. En tous les cas, il dessine un périple du grec autour, naviguer, dont la forme circulaire est comparable à celle de la voûte céleste. Il privilégie alors les boucles séquences, les arpentages et ses inventaires circonstanciés. Dans le film de Jean-Luc Godard, j'aurais voulu vous montrer l'extrait, malheureusement on est un peu court au niveau du temps. Dans le film de Godard, donc Les Carabiniers de 67, deux militaires, alors, j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir que justement ils se prénommaient Ulysse et Michelangelo, arpentent le monde en semant la terreur. Et de retour chez eux, en guise de seul butin, ils extirpent des cartes postales d'une valise improbable. Les paysages, les animaux, les 5 parties du monde, les merveilles de la nature, les monuments, le Moyen-Âge, la Renaissance, les temps modernes, mais aussi la guerre de Stuttgart, la déesse 19, le bon marché, le bison, la baleine, le lapin de Dürer, Fritz le chat, etc. Tout est là, réduit à une imagerie touristique. Dans l'exposé suivant, il ne s'agit pas de dresser une sélection de beaux livres, de ceux qui font le bonheur des libraires spécialisés et des sites de vente aux enchères, mais plutôt de se concentrer sur ce que l'histoire a retenu sous le nom de livres d'artistes, et plus précisément sur ceux apparus depuis le milieu des années 1990, période en partie ignorée par les spécialistes. Je sais qu'Anne Mauglin-Delcroix me disait souvent que
Elle s'est arrêtée volontairement au début des années 80, pensant peut-être qu'une première boucle était bouclée. Bon, il ne faut pas être naïf, les livres d'artistes en question bénéficient au même titre que les livres photographiques un peu chics d'un intérêt réel de la part des collectionneurs, que tout ça se superpose et qui se sont transformés peu à peu en objets de spéculation. Mais ça n'enlève pas la qualité qui est la leur. Néanmoins, la simplicité des formes plastiques, la liberté de circulation et de diffusion de ces livres tresse une continuité, la reprise d'un dialogue avec la photographie humaniste. Dans cette perspective, je vais tenter de démontrer que derrière chacun de ces livres, et j'en ai choisi 2, et c'est ce qui en fait peut-être toute l'humanité, demeurent tapis, demeurent cachés, des modèles esthétiques remontant aux pionniers de la photographie. La photographie comme, comment dirais-je, sport collectif, course de relais. Les artistes photographes du moment n'hésitent pas à explorer des techniques d'ailleurs et des modes de représentation désuètes ou franchement anachroniques. Le sténopé, le cyanotype, le négatif, la planche contact, le polaroïd, l'impression riso, la photocopie, refusant parfois le tout numérique, sa vitesse d'enregistrement, ses classements. Dernièrement, un étudiant Erasmus d'origine allemande me disait quelque chose d'assez drôle. Il me disait « Aujourd'hui, photographier, c'est classé ». Et enfin, les retouches, la précision hyper réaliste du numérique. Donc j'ai décidé de me concentrer sur 2 livres de 2 femmes. Une qui est relativement connue, Basia Sutter, et d'ailleurs il y a un de ses livres qui a été retenu par Marie-Hélène Desestrées, et une autre qui l'est franchement moins, Chao Trindade, qui est une photographe artiste d'origine portugaise. Mais d'abord Basia Sutter. Basia Sutter ou l'aventure intérieure. Basia Sutter est née en 67 à Zurich. Elle vit à Amsterdam. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, qui a été repris, qui était déjà usité à une époque, une artiste iconographe, dans le sens où elle collectionne, elle opère des arrêts sur images, les images dont elle n'est pas forcément l'autrice. Elle est connue pour un ouvrage de 600 pages, Parallèle Encyclopédia, édité en 2007 chez Roma Publications, qui est un éditeur des Pays-Bas qui fait un travail incroyable, complété en 2016 par une somme tout aussi importante. La somme en question est disponible sur la table. Son travail a sans doute été au tout départ inspiré par l'Atlas d'Aby Warburg, l'Atlas Mnemosyne, et peut-être, de façon un peu plus surprenante, par les livres pour la jeunesse, du type Tout l'univers. En tous les cas, il convoque des formes secrètes, quasi ésotériques, à côté d'objets triviaux, mais qui sont tous issus des champs nombreux de la culture. Le monde apparaît alors dans sa beauté, mais aussi dans son étrangeté, sentiment renforcé par le classement choisi par la photographe, où tout a priori est donné à voir au même niveau. Cloud Service, donc ce livre, est composé d'une centaine d'images monochromes, du noir au vert en passant par le bleu-gris, imprimées sur du papier journal, laissant apparaître la trame de l'impression originale, sans légende, sans indice, si ce n'est en guise d'ouverture, dans le sens musical du terme, une photographie en couleur. Je vais revenir en arrière, représentant la caisse d'une guitare électrique, vraisemblablement une Fender. Le la est donné, il s'agit donc d'une mélodie, Cloud Service, d'ailleurs le titre du livre pourrait être le titre d'une chanson pop, avec sa rythmique, ses refrains, ses couplets, ses backup vocals, etc. Si l'artiste est consciente de l'origine savante de son iconographie, elle considère aussi chacune de ses reproductions comme une possible rêverie, à la façon de ces découpes cristallines qui émerveillent les visiteurs des musées d'histoire naturelle. Mais c'est sans doute ce même sentiment qui a motivé la maison d'édition Spector Press à publier en 2016 « The Movements of Cloud Around Mont Fuji » de Masanao Abe.
Masanobu Abe était météorologue de 1926 à 1946 et il a, à partir d'une cabine construite pour l'occasion, et donc toujours selon le même point de vue photographique, photographié les nuages au-dessus du mont Fuji. Chaque photographie faisait alors l'objet d'une fiche, accompagnée ou pas d'une traduction graphique, et tout un ensemble de notes scrupuleusement isolées dans des cartouches, notifiant la température, l'humidité du jour, etc. Alors ça, c'est une page type. Ce triple exercice, donc photographique, graphique, scriptural, fourbit des documents saisissants, un peu à la manière des documents militaires étudiant les positions adverses. De plus, et si je parle des militaires, c'est pas par hasard, dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, quelques années avant Hiroshima et Nagasaki, ces déplacements gazeux émettent une sourde fréquence. Légèreté, gravité, toute l'imagerie scientifique est porteuse de cet affrontement. Celui qui sait décoder les signes en profondeur peut faire émerger de sombres conclusions. Contrepoint vital, à la fin de la guerre, le photographe ne produira plus que des planches contact, des vues répétitives sans espoir de traitement scientifique, d'analyse scientifique, mais d'où surgissent parfois, entre deux séances de travail, des scènes de la vie familiale. Le deuxième livre, donc, de Chao Trindade, beaucoup plus âpre que celui de Basia Sutter. Chao Trindade est une artiste portugaise née en 60, dont le travail se concentre principalement sur la représentation féminine à travers des séries d'autoportraits. Il faut savoir que Basia Sutter, c'est un travail que je connais assez bien depuis le début, via justement sa maison d'édition, Roma. Chao Trindade, je l'ai découverte en achetant ce livre. Je ne connaissais pas ce nom. Ça fait partie des nombreux artistes et auteurs, autrices que je découvre voilà, comme ça, au fil des librairies et des foires. Donc c'est une artiste portugaise dont le travail se concentre principalement, donc je le disais, sur la représentation féminine, avec des autoportraits, dans la veine plus de ceux de Francesca Woodman que ceux de Cindy Sharman, où le corps est un matériau plastique. Alors Chao Trindade dit « differently prepared and composed », différemment préparé et composé, maquillé, travesti, entouré d'accessoires, pour des actions secrètes où résonne sans doute toute l'urgence de la pensée féministe. Ainsi, le livre Bad Lives and a Broken Heart, et c'est vrai que là aussi, comme le livre de Basia Sutter, le titre pourrait être une chanson pop ou le titre d'un album, donne à voir en 13 poses noires et blancs des scènes complexes où des femmes gisent dans l'espace public, chaque femme étant interprétée par l'artiste, ce qui est quasiment impossible à deviner au fil des images. Ce livre, bien sûr, dresse le portrait terrible de la violence faite aux femmes. De plus, les prises de vue très contrastées, se déroulant au bord de piscines, dans des impasses, invitent le cinéma de la nouvelle vague japonaise, ou plus simplement la photographie japonaise dont on parlait ce matin rapidement, des années 60-70. Je pense entre autres au tout premier film de Nagisa Oshima. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au cinéma de David Lynch. De plus, Chao Trindade connaît bien la presse sud-américaine et plus précisément la presse mexicaine. Et il faut savoir que la presse mexicaine n'hésite pas à publier les photographies des victimes en première de couverture. Et ça depuis des décennies, chose qui est absolument impensable dans nos cultures européennes. Donc déroulant une espèce de somme archaïque de sacrifice et de présence photographique. Le livre de Chao Trindade est composé de doubles pages. Ça, c'est assez intéressant. Il n'est pas relié. Donc la séquence première est difficile à suivre. Et le lecteur ensuite est invité, dans un geste voyeuriste supplémentaire, à extraire une double page pour mieux saisir la composition. Tout se confond alors, sujet, image, reproduction, analyse,
trouvant, après Susan Sontag et son ouvrage « Devant la douleur des autres », que cette même douleur n'est envisageable que selon le point de vue historique du regardeur. En effet, aujourd'hui, quelle est notre réaction face aux images de la guerre de sécession ou de 14-18, après la guerre en Yougoslavie, les représentations de la guerre en Yougoslavie ou au Rwanda? Enfin, et c'est assez drôle, la seule représentation masculine est celle de la couverture. Au pied d'un homme chapeauté à l'ancienne, gît un appareil photo et son flash portatif, comme si le photographe trop curieux avait été littéralement effacé. On ne peut pas alors ne pas songer à l'appareil photographique de Wiggy, 1899-1968, l'appareil qu'il utilisait à New York dans les années 30-40. Wiggy, chroniqueur intrépide, possédait une radio qui lui permettait de capter les messages de la police, d'arriver avant tout le monde sur les lieux du crime, développait ses photos dans le coffre arrière de sa voiture. C'est devenu une espèce de mythe vivant. D'ailleurs, je crois que sur la photo que je vous propose pour la diapositive, il est écrit « The Genius of the Camera ». Alors, je ne sais pas si c'est une remarque ironique de l'époque. En tous les cas, Wiggy, en 1945, a publié un livre qui a fait date, Naked City. Il a fait date pour sa franchise, son réalisme parfois sordide. Et c'est dans cette nudité sociale, ce degré zéro de la représentation, qui est parfois proche d'ailleurs de la documentation légiste, en tous les cas, cet atlas de la vie dérisoire, que se situe encore le livre de Chao Trindade. En conclusion, le livre de le livre de David Horwitz, intitulé Stolenpoons, reproduit une centaine de petites cuillères dérobées par l'artiste au fil de ses voyages, dans des hôtels, des restaurants, un peu partout dans le monde, tous semblables, tous différents. Avant toute chose, ces objets proviennent from the same block of steel and once laid side by side. Ils proviennent du même bloc d'acier. Ils sont voués à circuler de main en main, posant la question d'une communauté organisée autour d'une économie de type industriel et ses paysages et ses usages urbains répétitifs. Puisqu'il pose franchement la question de la banalité, de la consommation et de la disparition, David Horwitz a décidé de constituer son livre comme un cahier de cartes postales. Il suffit de défaire. Voilà. Pour ces petites cuillères, tout au moins leur représentation, poursuivent leur aventure. Chaque objet a été photographié sur un fond gris, et parfois, pour peu que leur surface l'autorise, on peut voir apparaître non pas l'éclairage électrique d'un studio photographique, mais un fragment de ciel qui, frotté à la teinte argentée du métal, personnellement, ça n'engage que moi, évidemment, me rappelle un certain petit tableau de James Ensor, le ciel d'Ostende et ses nuages chargés de pluie. Cette litote, cette atténuation entre les affaires de l'art, il s'agit d'une nature morte. Ces petites cuillères sont encore des natures mortes, réduites quasiment à rien, mais ce sont des natures mortes. Cette atténuation entre les affaires de l'art et une anecdote issue de la vie quotidienne exprime une ambiguïté, comme si le fameux choix du Champien, retenir un objet pour sa banalité, était ici amplifié par le contexte biographique qui accompagne ce choix, qui accompagne et qui autorise ce choix. Le photographe Eric van der Weghe participe de cette réflexion. Je n'ai pas eu le temps de montrer des exemples du travail d'Eric van der Weghe. Participe de cette réflexion donc quand il déclare « Quand je photographie ma femme et mon fils », il a réalisé plusieurs livres qui s'intitulent « This is not my wife »,« This is not my son », le dernier s'intitulant « This is not my book ». Quand je photographie ma femme et mon fils, je me sens témoin du futur, en opposition à me sentir témoin du passé durant mes voyages. Façon de dire pour Van der Weghe que ces 50 livres, réalisés en une quinzaine d'années, certains auto-édités, certains édités chez Roma ou Rollo Press, reconnus en tous les cas, ces livres, comme parmi les meilleurs de sa génération, sont aussi les stations
les époques d'une expérience où l'histoire des formes est concurrencée par ce que Jean-François Lyotard nommait au milieu des années 80 les récits minuscules. La rencontre donc d'une pérennité historique et d'une tension factuelle. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, sur cette nouvelle, aux dernières nouvelles, Éric van der Weij ne publie plus de livres, il a ouvert un restaurant. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle réflexion. Donc, on a encore 5 à 10 minutes pour la discussion. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je me lance. Donc, tu as intitulé ta communication Atlas. Donc, je me suis posé la question. Évidemment, tu as cité Benjamin, donc, qui a défini ou décrit le livre de Sander comme atlas d'exercice. Après, il y a aussi d'autres formes d'atlas, comme par exemple l'atlas de Gerhard Richter. Je ne sais pas si tu y as pensé. Et Buchloh, qui l'a mis en relation avec l'archive, notamment aussi, et avec l'oubli. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... à quoi tu as pensé? Richter, évidemment. Surtout dans artiste, je m'intéresse aussi aux livres, aux publications, j'enseigne, j'essaye d'enseigner. Et Richter, c'est omniprésent. Enfin, sauf que Richter, c'est un atlas avant tout à usage privé, qui est devenu un privé public. Enfin, c'était un travail pour sa documentation picturale. Et puis, ça mérite une communication à part entière, Richter, voire 2 communications. J'ai préféré me concentrer sur... Alors, c'est vrai que la notion d'atlas, elle semble extrêmement située, définie, déclarée. J'aurais pu parler du petit livre aussi de Brothers, Atlas, qui traite de géographie, franchement, clairement. Après, la géographie, c'est ce que peut-être essayent de nous dire les scientifiques aujourd'hui et les géographes. C'est quelque chose qui bouge énormément, enfin... Ça peut être aussi défini par des usages, par des partis pris qui ne sont pas simplement matériels. Et donc, cette histoire d'Atlas, moi, je l'ai prise dans un sens assez large, quoi. Et après, il y a des gens, évidemment... Moi, je me souviens d'une très belle expo qu'il y avait eu au ZKM il y a plus de 10 ans, ZKM Karlsruhe, Porter le monde sur son dos, de... Didier Huberman et Bruno Latour. Et j'y avais découvert le travail d'un artiste, Pedro Garcia Torres, qui lui pose des questions de l'Atlas au fil d'une culture précise, espagnole précise, mais aussi d'une génération après génération. C'est quoi ce paysage-là, qui a bougé au fil des mouvements politiques, des appropriations, etc., etc. Donc voilà, oui, non, la liste est longue de l'Atlas. Comme disait mon ami Denis Briand, mon regretté ami Denis Briand, Atlas. Mais ouais. Et puis j'ai choisi ces artistes parce que c'est aussi 2 livres que j'ai découverts il y a peu de temps. Puis j'aime bien travailler avec ce qui est disponible, comme disait l'autre. Qu'est-ce qui est disponible? On travaille avec ce qui est disponible. Voilà. Merci. Voilà, Daniel. Ou est-ce qu'il y a une question? Voilà, Daniel. Je peux te poser une question, alors. Oui, l'Atlas de Batia... Enfin, ça s'appelle Encyclopédie, je crois, ces 2 gros livres qu'elle a fait, sont des réunions d'images trouvées, en fait, enfin d'images compilées, alors que finalement l'Atlas, enfin les livres que tu as mentionnés de Blossfeld ou de Sanders sont des recueils de photographies prises, donc d'une réunion de photographies qui ont été collectées à partir du monde à la compilation archivistique. Il y a quand même une différence qui me paraît importante. Il y a un siècle de différence. Il y a aussi mais un à siècle part de pratique le temps... photographique. Oui, non, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Mais
comment je pourrais dire, c'est très personnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, je m'intéresse à l'image. Depuis longtemps, je m'intéresse à l'image. Et quand je regarde Zander, je vois des images qui témoignent de plein de choses. Quand je vois Basia Suter, je vois aussi des images. Après, qu'elle en soit productrice ou pas, ça m'importe peu. Là, c'est vraiment un truc d'artiste. J'en parle souvent avec mon ami et néanmoins collègue Pierre-Olivier Arnaud, qui enseigne à l'ESAD, dont son travail se rapproche aussi de ce travail de collecte photographique. Il photographie assez peu. Pierre, il l'a fait il y a 20 ans peut-être, mais plus maintenant. Et qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est quoi la force d'une image? Comment une image rentre comme un coin dans un coin de culture pour modifier tout un imaginaire, tout un rapport à la culture, au verbe, enfin voilà. En plus, les photos de Zander, moi pendant très longtemps, je les ai connues, comme nous tous, reproduites dans des livres, où il y a eu le gros bouquin, la grosse somme, là, dans les années 80, ou alors après sur le net. Moi, quand je demande aux étudiants, regardez Zander, ils font « Ah ouais, certains, pas tous. Hein. » Tu vois, enfin, je veux dire, les livres, je les ai vus très rarement. Et après, ça modifie. La découverte du livre, du document, modifie. Plus peut-être que la photographie. Enfin, c'est d'où l'importance de ces journées, de comment le livre nous amène ailleurs aussi, quoi, dans l'expérience photographique. Mais j'admets que c'est pas très clair ce que je viens de dire. Enfin, moi, je considère que c'est pas très clair. Merci pour cette présentation. Du coup, ça complète vraiment la question que tu viens d'avoir. C'était pour savoir comment tu définirais l'Atlas finalement par rapport aux exemples précis que tu as montrés. Qu'est-ce qui fait Atlas? Est-ce que c'est juste une question de mettre en relation ou est-ce qu'en exagérant un peu, du coup, tout livre photographique pourrait être vu comme un Atlas? Je m'attendais à cette question. Je vais répondre oui, puisqu'elle est constitutive d'une culture qui n'arrête pas d'avancer, de se dire, de se contredire, de se dédire, et ça forme une constellation. J'aime bien le mot constellation en allemand, Constellation, parce que c'est aussi la constellation des idées et des réflexions, non? Et voilà, c'est la possibilité d'une constellation. Mais en même temps, en disant ça, je me défausse un peu, quoi. Mais la totalité des usages fait la société. Je pense qu'il y a aussi une dernière question. Le micro? Je n'ai pas vu. C'était pas une question. Ah d'accord. Voilà. Donc, alors, merci beaucoup encore une fois pour cette communication. Il faut l'épingler. En fait, c'est ça aussi. Pour que ça fasse Atlas, il faut l'épingler. C'est-à-dire qu'il faut que ça devienne un sujet d'étude qui rejoint un corpus plus large. En fait, c'est du travail d'Atlas. À un moment donné, c'est pas des images qui sont comme ça, des signifiants flottants. Il faut les prendre, il faut les ramener à d'autres. C'est ce que faisait Warburg. Voilà, il faut créer des séquences, des séries qui elles-mêmes se défont selon des organisations quasi organiques, quoi. Enfin, voilà. Mais il faut qu'il y ait une attention. Peut-être que pour qu'il y ait Atlas, il faut qu'il y ait attention. Moi, j'avais été surprise en échangeant par mail avec Basia Suter qu'elle me dise qu'au moment où elle a fait ses encyclopédies, elle ne connaissait pas du tout le travail de Warburg. Oh. C'est ce qu'elle m'a dit. Et que c'est ensuite, en échangeant à propos de la réception de ses livres, que certaines personnes avaient fait le rapprochement, c'est possible, et que du coup, elle s'était intéressée à... On a tous fait ça dans nos cahiers, dans nos machins, de mettre des images et de dire tiens, ah ouais, ça c'est marrant ça, sans hiérarchie. Il peut y avoir une photo de Claude François à côté de, je sais pas moi, d'un tableau du Quattrocento, quoi. Mais elle, la façon dont elle précise ça, elle en fait un projet, et puis avec la culture qu'est la sienne. Les Français, on a découvert Warburg il y a peu de temps. On a découvert Warburg avec Michaud, puis après avec Didier Huberman, et puis après le travail des maisons d'édition. Mais c'est vrai, moi personnellement, il y a 20 ans, Warburg, c'était juste un petit nom. C'est un Suisse allemand qui m'a parlé de Warburg la première fois.